Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là à la fois dans la salle et puis en distanciel pour suivre cette table ronde ce matin. Collectif, décloisonné, coordonné, et si la télésanté accélérait enfin la transformation de notre système de santé. Donc effectivement, on va parler ce matin de télésanté, probablement l'une des plus anciennes branches de la e-santé. Avant, elle est arrivée avec le téléphone. Alors je regardais ce matin, effectivement, les premières opérations de télésanté ont démarré en 1905 avec des transmissions de CG en Hollande avec l'inventeur de l'ECG Willem Einthoven. C'est assez incroyable. Je ne sais pas comment ils ont pu transmettre avec le téléphone de l'époque sur 1,5 km un ECG, mais en tout cas, on voit que la télémédecine, la télésanté a évolué depuis avec énormément de retours d'expérience. Et puis, en 2009, en France, la loi HPST, Hôpital Patient Santé Territoire, qui a entériné, inscrit dans le marbre un peu cette télésanté. Les premiers remboursements, il a fallu attendre septembre 2018. Hein, donc, on voit que l'accélération est déjà dans la thématique de ce développement de marché. Et puis, à toute chose, au moins quelque chose de bon, cette crise sanitaire qui a permis de réellement développer les usages et de montrer combien la télésanté pouvait avoir un intérêt pour pouvoir garder un accès aux soins, pour pouvoir continuer certains parcours. Et donc, c'est ce qu'on va évoquer ce matin avec nos trois intervenants qui vont chacun vous donner un retour d'expérience par rapport à cette télésanté. Aujourd'hui, j'accueille à ma gauche Marie-Laure Saillard, qui dirige la société MedDocteur, un acteur de télémédecine, mais aussi d'autres activités. Vous verrez, elle parlera un petit peu de sa plateforme. Le docteur Bernard Castel, qui est praticien hospitalier au CHU de Caen. Et puis Vivien Bedos, qui a cofondé et qui dirige la société Postello, donc un acteur de la télé-expertise, en tout cas de la collaboration entre professionnels de santé. Donc voilà. J'ai envie de démarrer avec vous trois avec une question. Déjà, vous présenter rapidement. On va commencer avec toi, Marie-Laure. Vous présenter rapidement et surtout nous faire en introduction comme ça un petit retour d'expérience sur avant le Covid et qu'est-ce qui s'est passé juste après la crise sanitaire. Qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre quotidien, dans le quotidien de vos sociétés, de vos activités? Bonjour à tous et bravo pour le réveil matinal après la soirée d'hier. Donc moi je suis Marie-Laure Saillard, je suis CEO de MedDocteur, donc une entreprise qui a été créée en 2015 au départ sur une activité sur le premier acte dont tu parlais, hein, Lionel, la téléconsultation, et puis de fil en aiguille, et c'est bien l'intitulé de cette conférence, c'est que la télésanté va permettre d'aller beaucoup plus loin. Et donc qu'est-ce que ça a changé pour nous? Avant la crise sanitaire, en fait, quand on allait échanger, collecter les besoins auprès des professionnels de santé, bien souvent la réponse était écoutez, on n'a pas le temps, nous l'informatique ça nous intéresse pas. Pardon d'être un peu radical, mais c'était quand même souvent les retours qu'on avait. Alors je vais faire si tu me permets, une petite transition dans ta question. C'est qu'est-ce qui s'est passé en mars? Là tout d'un coup tous les gens qui voulaient pas nous recevoir, finalement ils nous appelaient 24 sur 24 pour dire en fait, pour ceux qui avaient de l'humour, ils nous disaient ouais, c'est vrai, je vous ai un peu foutu à la porte, mais là, j'ai vraiment besoin qu'on mette en place la téléconsultation tout de suite. Donc, des appels en 24/7 pour tous les numéros de portable et de ligne qui étaient disponibles pour MedDocteur. Donc, ça a été quelque chose d'assez dingue pour nous. Et puis, plus sérieusement, qu'est-ce qui se passe depuis? Depuis, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de construire les parcours et avec aussi bien des pros de santé et des patients qui ont compris ce que c'était. Parce qu'on faisait beaucoup de pédagogie avant la crise sanitaire, parce que c'est compliqué de donner envie de s'approprier des usages qu'on n'a jamais rien testé, aussi bien côté patient que pro, qu'aujourd'hui on a des discussions vraiment intéressantes pour vraiment valoriser les usages. Donc on a fait vraiment un grand pas en avant. Oui, bonjour, Bernard Castel. Donc moi, je suis praticien hospitalier, mais depuis une vingtaine d'années, je réalise des missions sur la télémédecine en général. Mon expérience avant, pendant, après le Covid, c'est qu'effectivement, on parle de santé. Et je pense que à partir des établissements dans lesquels j'ai travaillé, je travaillais dans tout type d'établissements, on a beaucoup été centré sur les établissements et le soin, donc le care. Aujourd'hui, on parle de santé et donc on a élargi le scope grâce à la réglementation et aux lois, grâce aussi un peu à cette crise qui nous a permis
très concrètement, moi j'étais à Valenciennes au moment où la crise s'est déclenchée. On avait beaucoup travaillé sur le numérique et le premier exemple d'efficacité, non pas en télésanté, mais pour les professionnels de santé, c'est que notre première réunion de territoire, on avait 380 personnes en télé et en visio, 280 médecins du territoire en visio pour parler de comment on allait régler les problèmes que cette crise nous posait. Et on était mi-mars 2020. Bonjour, Vivien Bédos. Donc, je suis ingénieur biomédical hospitalier et cofondateur de Postello. Et donc Postello, c'est le réseau de collaboration de professionnels en santé et principalement autour de l'acte qui est valorisé aujourd'hui, qui est la téléexpertise. Alors d'abord, la collaboration entre professionnels de santé, évidemment, on ne l'a pas inventée. Elle existe depuis longtemps. Ce qui est nouveau, c'est plutôt le nouveau cadre réglementaire dans la télémédecine et notamment la téléexpertise. Et pour parler d'avant et au moment de la crise, c'est clair que c'est un acte qui était encore très peu connu. La plupart des soignants le pratiquent sans le savoir, en fait, ou sans mettre un nom dessus. Et puis, c'est vrai que, à la différence de la téléconsultation qui a été plus médiatisée, la téléexpertise était moins connue. Et je le rappelle, je profite de le rappeler, c'est vraiment un échange d'avis entre deux professionnels de santé au sujet d'un patient. Donc on est vraiment dans un acte de coordination. Voilà. Et au moment de la crise, la coordination entre les soignants, de notre point de vue à nous, a quand même été bouleversée. Elle est devenue nécessaire, mais elle a aussi été très perturbée là où elle existait déjà. Voilà. Alors, effectivement, les soignants pratiquaient la téléexpertise, peut-être sans le savoir, mais surtout sans être payés. C'est ça qui va changer. On abordera la question des modèles économiques tout à l'heure. Mais effectivement, à cette période-là, mois d'avril, mai, au plus fort de la crise et du premier confinement, qui a été assez strict, on est monté quasiment à 30% de téléconsultations sur un volume global d'actes qui était bien diminué, mais qui était relativement important. Aujourd'hui, les derniers chiffres montrent qu'on est retombé autour de 4%. Donc on voit bien que c'est dur d'inscrire dans la durée, même si par rapport à l'avant-Covid, où on était à 0, quelque chose pour cent, on voit bien qu'il y a eu une très forte croissance, mais on peine encore à installer ça. Bernard, comment ça se passe dans les établissements, que ce soit à Valenciennes ou à Caen? Est-ce que installer la télésanté, est-ce que demander aux praticiens, demander au DSI de faire le nécessaire pour pouvoir rendre possible cette activité-là, c'est simple? Est-ce que tout le monde joue le jeu? Et qui sont ceux qui sont plutôt à la manœuvre là-dessus? Alors à la manœuvre, comme partout, on est dans une période encore un peu pionnière. Donc clairement, il y a ceux qui s'y intéressent, d'autres qui s'y intéressent moins. En tout cas, aujourd'hui, le sujet n'est plus tabou. Donc on peut avancer. Juste pour donner un exemple de ce que j'ai vécu, je m'occupais de la cellule de crise à Valenciennes pendant toute la période de la vague 1. À la sortie de la vague 1, mi-mai, on avait 85% de téléconsultations en place au CH de Valenciennes. Le CH de Valenciennes, c'est un hôpital général, mais qui est aussi gros qu'à peu près la moitié des CHU, des petits CHU. Et donc 85% de téléconsultations, début septembre, 5%. Voilà, donc ça donne une idée aussi de l'adhérence dans les pratiques. Et en fait, quand on parle d'usage, et moi c'est ce qui m'intéresse, quand on parle d'usage et donc de l'utilité de l'usage, c'est de voir comment dans les pratiques, ça va s'inscrire. Pourquoi? Parce que si je change ma pratique, je vais changer ma façon de faire mon métier. Si j'économise du temps, qu'est-ce que je fais de ce temps? Si j'économise des efforts, qu'est-ce que je fais de cette économie des efforts, etc., intellectuellement? Et si je change mon métier, clairement, quand je suis médecin, je vais impacter l'organisation de ceux qui travaillent avec moi. Et c'est cette chaîne de valeur de l'impact finalement, qui, moi, m'a préoccupé depuis le départ et qui continue à me préoccuper aujourd'hui, mais ça me préoccupe depuis 20 ans. Et quand on parle de coordination, c'est de ça dont on parle. C'est qu'est-ce qu'on va faire des usages? Est-ce qu'ils vont perdurer? Et quel impact positif ça va avoir, y compris jusqu'à l'impact financier dont on reparlera. Justement, à ce propos, garde le micro s'il te plaît. À ce propos, est-ce qu'en termes d'équipement, vous étiez prêt dans les hôpitaux? Est-ce qu'en termes de bande passante, est-ce qu'en termes de caméras, tout simplement, vous étiez équipé pour faire cette
téléconsultation au moment du Covid? Alors pour ceux qui s'intéressent au monde hospitalier, je pense que Valenciennes a fait beaucoup l'actualité pour une raison très simple, c'est que moi je suis bordelais, hein, donc j'allais toutes les semaines travailler à Valenciennes, donc je ne l'ai pas rêvé quand j'étais tout petit d'y aller, mais par contre quand j'ai découvert l'équipe là-bas, j'ai dit on va travailler ensemble. Donc à Valenciennes, oui, on avait tout un écosystème qui était prêt, et donc on s'était préparé vraiment, et quand le Covid est arrivé, on était déjà prêt. On a constaté dans pas mal d'autres endroits, que ce n'était pas le cas. Pourquoi? Parce que, et moi je pense que c'est un des éléments fondamentaux qu'il va falloir vraiment introduire dans la gestion de la santé, c'est que, je parle des établissements de santé là, ce n'est pas une direction des systèmes d'information. Aujourd'hui, c'est une direction du numérique. C'est exactement la même révolution que celle qu'on a vécue quand on fabriquait des voitures ou des avions. Le directeur qualité, la porte de son bureau communiquait avec le PDG de l'entreprise. Okay. Aujourd'hui, il faut que la porte du bureau du directeur du numérique communique avec celle du DG de l'hôpital ou du groupe d'établissement, etc. C'est fondamental. On est en train de basculer. Et c'est ça qu'on avait anticipé à Valenciennes. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et évidemment, en me déplaçant, y compris jusqu'à Caen, je m'aperçois des différences. Je m'aperçois des trous dans la raquette et du travail qui reste à faire. Néanmoins, le sujet est un sujet d'actualité, tout le monde écoute, tout le monde n'est pas d'accord, mais tout le monde écoute, et on avance. Donc effectivement, Marie-Laure, est-ce qu'il n'y a que des Valenciennes parmi les établissements avec lesquels vous travaillez, ou est-ce que tu en rêves? Forcément, c'est un rêve, surtout qu'on a le témoignage de Bernard qui effectivement montre que quand on s'est préparé, du coup, quand une crise arrive, on a déjà pensé les choses. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les professionnels de santé, dans leur très grande majorité, ont pris des outils faute de mieux, en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas préparé les usages, et ça veut dire que on est forcément probablement déçu de la manière dont les choses se réalisent, parce que ça n'a pas été intégré dans les pratiques, ça n'a pas été conçu. Donc au-delà du fait qu'il n'y a pas de raison que 80% des téléconsultations, par exemple, si on reprend le chiffre, se fassent à distance dans un parcours un peu normal, mais cette petite chute en septembre dont Bernard aussi faisait l'écho, c'est aussi parce qu'il y a eu des déçus, mais parce qu'ils ont utilisé les outils pas du tout de bonne manière. Donc on voit bien le niveau d'impréparation. Si je réponds plus directement à ta question, non, il n'y a pas des Valenciennes partout. Et surtout, on a des équipes de soignants qui ne sont pas encore tout à fait libérées, hein, il faut bien se le dire aussi, des impacts de la gestion de crise. Et nous, on intervient aussi beaucoup dans les EHPAD, notamment. Là, très clairement, on a des situations de ressources humaines qui sont un peu compliquées, alors qu'on est pile au moment où on doit construire l'intégration des potentialités dans les parcours et dans les pratiques quotidiennes des pros de santé et des auxiliaires et des paramédicaux. Donc non, malheureusement, c'est pas si simple. Et pour être tout à fait transparente, nous, en tant qu'opérateurs et industriels, on avait minimisé les efforts d'accompagnement des équipes, en fait, sur le terrain, justement parce que tout le monde écoute, tout le monde n'est pas toujours d'accord, mais globalement, quand on initie un projet, il y a une envie d'y aller. Mais en revanche, pas suffisamment de bande passante et de préparation aux choses. Et donc, c'est pas parce qu'on se dit on y va qu'on y va facilement. Et donc, la technologie, pour moi, c'est pas un problème aujourd'hui. Elle est très en avance à ce stade, hein, sur les pratiques, la mise à jour des pratiques. Qu'est-ce qu'on fait du temps qui est libéré? Comment on gère la coopération et la collaboration? C'est ce que disait Vivien tout à l'heure. Ça ouvre des champs formidables, mais il faut un peu y réfléchir et l'organiser ensemble. Et donc tout ce travail-là, aujourd'hui, un travail très consommateur de temps, et indépendamment des problématiques dont on parlait de visio, d'écran, d'Internet qui perdurent, hein, quand même dans certains territoires, mais il y a tout ce champ-là quand même en ce moment vraiment à défricher, donc il n'y a pas des Valenciennes partout. Mais c'est aussi l'intérêt de la période par ailleurs, hein, c'est qu'on construit ensemble les choses. Construisez avec qui, comment se passe la gouvernance dans ces établissements, qu'ils soient médicaux, sociaux ou sanitaires? Est-ce que c'est par l'informatique que vous devez rentrer? Est-ce que c'est par les soignants dont tu parlais tout à l'heure? Est-ce que c'est par le directeur dont il faut être juste à côté pour pouvoir faire avancer les choses? Ou est-ce qu'il y a un collectif qui se crée dans l'établissement? Alors, modestement, hein, nous, ce qu'on constate, c'est que quand il n'y a pas de collectif, on n'y arrivera pas. Donc, on peut avoir convaincu le patron de l'établissement, on peut avoir convaincu le DSI, on peut avoir convaincu une petite équipe de soignants. Alors ça, c'est déjà plutôt mieux en général en termes d'impulsion. Mais d'où aussi l'importance d'être en collectif au sein même d'un établissement et d'un écosystème. C'est qu'on ne peut pas faire avancer le sujet parce que c'est un sujet qui est pluridisciplinaire, transverse par essence.
Et donc, si on n'a que le DG, ça sert absolument à rien. Nous, on s'est planté au début. On avait les signatures de DG. On s'est dit, c'est cool, ça va dérouler, ça va être hyper industriel et tout. Et pas du tout, en fait. Parce que c'est pas un DG qui impose, en tout cas dans notre vécu, encore une fois modestement, hein, c'est pas un DG qui impose, parce que par nature, c'est un collectif, c'est un projet de santé. Donc on peut pas laisser ça à la main de l'un ou l'autre, à mon avis. Vivien, ton retour d'expérience justement sur les établissements, est-ce que tu partages avec Marie-Laure ce constat d'un besoin d'un collectif? Alors oui, tout à fait. Nous, notre porte d'entrée, c'est toujours les médecins. Et alors, pour les établissements, il y a une organisation, il y a une commission médicale d'établissement. Donc, on se réfère généralement au président de cette commission, qui est un médecin. Lui, il va référer des chefs de pôle, chefs de service. Et c'est comme ça qu'on va avoir une manifestation d'un intérêt ou pas. Et à partir du moment où on a un groupe, un noyau dur qui est fédéré dans l'hôpital parmi le corps médical, c'est après qu'on va se retrouver face à la direction qui va solliciter la DSI pour vérifier notamment des questions de conformité, mais toujours dans un second temps. Et de toute façon, nos outils par nature, des outils collaboratifs, ils s'utilisent uniquement de manière volontaire. Donc même si on arrive à convaincre un directeur directement, ça n'a pas d'intérêt ensuite si les soignants ne sont pas volontaires. Hein. La collaboration, elle est purement volontaire et elle ne peut pas être autrement. Donc oui, effectivement, je confirme tout à fait. Toutes les spécialités jouent le jeu. Est-ce qu'il y en a qui se prêtent plus facilement à la téléexpertise, à la téléconsultation? Est-ce que vous avez le même rapport avec tous ou qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Je pense pour les deux disciplines, on aura des réponses différentes et ça va être intéressant. Naturellement, pour la téléexpertise, pour la coordination, il y a des spécialités qui sont très sollicitées, qui le sont déjà par des moyens chronophages, désorganisés, des coups de fil notamment, des fax, des mails, des WhatsApp, donc des moyens aussi non sécurisés. Il y a des adressages unilatéraux de patients qui débarquent vers le spécialiste lettre en poche. Voilà. Et dans toutes ces spécialités-là, clairement, il y a une sensibilité forte à vouloir faire les choses autrement, à vouloir se coordonner et à faire le travail qu'ils font déjà d'une manière un peu plus carrée. Et puis, de la part de l'établissement, de valoriser, on l'a dit, de valoriser ce travail qui est fait par leurs spécialistes au quotidien. Et les spécialités qu'on peut citer, c'est la dermatologie, la cardiologie, la pneumologie, pédiatrie. Bon, il y en a pas mal. Il y a l'oncologie, il y a tout ce qui est diabéto. Il y a beaucoup de spécialités comme ça. Et on a un peu moins, et je pense que c'est dommage, le trou dans la raquette, c'est un peu côté chirurgie aujourd'hui, où on a un peu moins de ce type d'échange spontané. Et pourtant, on pressent que c'est important, surtout pour le post-op notamment, mais en chirurgie, voilà. Mais là, je pense qu'il y a un trou dans la raquette encore aujourd'hui. C'est plutôt dans des milieux ruraux, c'est plutôt... Est-ce que c'est une problématique d'accès aux soins sur certaines spécialités, dans certains endroits? Est-ce que la téléexpertise, on arrive à analyser qui l'a fait et pourquoi? Est-ce que c'est... Oui, clairement. Clairement, c'est pour une question d'accessibilité, puisque le praticien qui pose la question et qui cherche à accéder à un spécialiste, il va par ce biais avoir un aiguillage très rapide. Donc, nous, c'est asynchrone, mais en quelques jours, il aura un aiguillage et il va revoir son patient et savoir s'il l'envoie au spécialiste, savoir s'il adapte le traitement, etc. Donc ça, c'est très vertueux, surtout dans des territoires où le spécialiste en question, pour un rendez-vous, on est à plusieurs mois, on est à 6 mois facilement. Donc ça, c'est clair que ça booste, mais aujourd'hui, le clivage est plus seulement, disons, zone rurale, zone urbaine, puisqu'on voit bien que dans des zones urbaines, c'est compliqué aussi. Donc on est plutôt, oui, sur un manque de spécialité et parfois c'est des grosses agglomérations qui manquent d'une spécialité. J'ai des exemples en PACA où sur des gros centres urbains, il n'y a pas de dermato. Et là, tout de suite, on retrouve l'intérêt de ces... Alors qu'on n'est pas dans un désert médical à proprement parler, mais s'il y a une spécialité qui fait défaut, ça va faire appel d'air sur ces échanges aussi. Voilà. Marie-Laure, même question? Ouais,
Ouais, sur la télécons, en fait, aujourd'hui, on a mis vraiment l'emphase sur la téléconsultation, sur les usages de crise. Donc, ce qu'on a vu, c'est essentiellement des téléconsultations de médecine générale, 80%. Donc, encore une fois, il faut se projeter aussi dans les usages de demain de la téléconsultation. Les spécialités qui marchent bien, évidemment, mais c'est hyper intuitif, c'est la psychiatrie. Et Dieu sait qu'on a un gros boulot collectif à organiser la réponse en psychiatrie pour nos concitoyens, et encore plus là, en période post-pandémie. Et puis la dermato aussi en téléconsultation fonctionne bien, il envoie bien aussi de manière assez intuitive, l'image, la téléconsultation, ça marche bien. Donc ça, c'est pour l'immédiat. On a toujours du mal à dire post-crise parce qu'on ne sait pas trop si on y est encore ou pas. Pardonnez-moi de cette imprécision, mais on a toujours l'impression. Mais c'est bien, c'est humain de vouloir avancer et de sortir dedans. Mais du coup, nous sur la téléconsultation et de toute façon ce lien de bout en bout avec Télexpertise, tout ça, parce que c'est ça l'intérêt. Ce qu'on y voit, c'est qu'il y a tous les parcours du suivi des malades chroniques qui est quand même le cœur du sujet et qui va rebeloter considérablement la prise en main par les pros de santé de la téléconsultation et des usages de la téléconsultation. Et puis surtout la grosse ouverture de cet été sur le télésoin. Et ça, c'est extrêmement intéressant, c'est que des usages crise, on pense médecin et médecin G. En fait, c'est ça toutes les potentialités, et c'est là qu'on va voir les gros usages, je pense, se démultiplier, parce que en plus, les auxiliaires médicaux, les infirmiers, les pharmaciens s'en emparent avec beaucoup de bonheur, parce que ça les aide justement à jouer leur rôle autour du patient dans la coordination avec le médecin traitant, bien évidemment. Et donc, moi, je suis convaincue, c'est une forme de pari, mais si on se reparle l'année prochaine ici, on aura beaucoup d'usages avec les infirmiers, les pharmaciens, les kinés. Les kinés sont extrêmement demandeurs. Tu parlais de la chire post-op. Les kinés, nous, on a découvert ça pendant la crise. On a eu beaucoup de demandes de kinés. Alors là, pour le coup, pour moi, c'était complètement contre-intuitif. Je me suis dit, mais comment les kinés vont utiliser nos outils pour accompagner. Et en fait, si, ça paraît super simple. Moi, je fais mes cours de pilates à distance. Enfin, je veux dire, je ne veux pas comparer, pardonnez-moi s'il y a des kinés dans la salle, le pilates et le kiné, mais on peut transmettre déjà pas mal de choses dans le suivi et l'accompagnement des patients. Donc, moi, la réponse aujourd'hui, c'est plutôt de la médecine G, des psychiatres, mais demain, je suis convaincue qu'on va aller sur des choses très, très, très différentes. Parce que sur la médecine G, il n'y a pas de raison vraiment à ce que sur des consultations, on atteigne des 20-25% de médecine générale en consultation à distance. Ça va être vraiment tout l'écosystème et tous les parcours qui vont s'engager. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera de l'avenant 9 et la limite à 20% de l'activité de télémédecine des médecins. Voilà, mais Bernard, on voit bien l'intérêt de cette télésanté pour décloisonner. Donc, est-ce que tu as le sentiment que ça a décloisonné la ville, l'hôpital et est-ce que ça décloisonne justement entre les professions de santé autour du parcours de soins? Est-ce que ça a été pensé dans les hôpitaux où tu es, que ce soit à Valenciennes ou Caen, ces nouvelles pratiques? Alors, les hôpitaux ne l'ont pas pensé, parce que les hôpitaux ont une position dominante économique, sociale, politique, et ce depuis 30, 40 ans, 50 ans, enfin bon, ouais, depuis que je m'en souviens encore. Ce que je remarque, et concernant la télésanté, c'est que j'ai fait en 2011 un projet de pôle santé en Haute-Corrèze. Le Haute-Corrèze, c'est Plateau de Millevaches, juste au bout. Il n'y avait pas de médecin généraliste. On était dans ce qu'on appelle un désert médical. Et on démarrait le processus des MSP, le groupement des médecins. Et il y avait une espèce de compétition entre est-ce qu'on fait du béton ou est-ce qu'on fait de l'organisation. Alors je ne vais pas revenir là-dessus, ce pôle existe aujourd'hui. Il y a 6 jeunes médecins qui sont venus s'y installer, alors que tous ceux qui étaient déjà là étaient vieux et disaient mais personne ne viendra jamais s'installer ici, etc. Et derrière, évidemment, toute une chaîne de soins. Et ce que j'observe de façon très concrète, c'est qu'aujourd'hui, le numérique va potentialiser ces organisations. Donc, l'objet même de l'intention et de l'ambition, c'est de créer, ou en tout cas de favoriser la création de chaînes de prise en charge des patients, de la prévention jusqu'au bout. Alors c'est banal de le dire, mais en même temps, c'est tout à fait possible, y compris sur le plateau de Millevaches. Donc ça veut dire que c'est possible partout. Et l'avantage du numérique, et c'est ma conviction depuis maintenant
plus de 10 ans, c'est que le numérique outille de façon efficace, ce que tu disais tout à l'heure, Marie-Laure, c'est que les outils sont présents. On n'a pas besoin de les inventer, ils sont déjà performants. Donc c'est simplement comment on les accroche à l'organisation pour que cette coordination fonctionne chaque jour, qu'il n'y ait pas de trou, qu'il n'y ait pas de déficit. On a travaillé sur l'idée, par exemple, de travailler avec les postiers, les facteurs, etc., pour regarder si les volets s'ouvrent le matin, si les gens répondent ou ramassent leur courrier dans la boîte aux lettres, etc. Enfin, ça a l'air d'être un détail. Mais effectivement, si on met du numérique et on met aussi cette vigilance, on voit bien comment on régule. Dernier point, et c'est un point, je pense, très important en France, moi j'ai une grande conviction là-dessus, c'est que ce dont je me suis aperçu, alors déjà quand on va à Lagny par exemple, hein, on est déjà dans un désert médical, et quand on est à Coulommiers, le désert médical est encore plus grave. Donc il ne faut pas être sur le plateau de Mille Vaches pour que ce soit un problème. Ce que j'ai noté, c'est que le réseau des pharmacies en France, c'est le réseau le plus structuré partout. Et que l'appui sur le pharmacien, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on voit bien avec la vaccination, mais on n'y échappera pas. Il faudra bien que les professionnels de santé, dans leur ensemble, considèrent le pharmacien comme un véritable partenaire de la santé et du soin. Et on voit que ça peut devenir tout à fait concret sur des choses très utiles. Alors cette place du pharmacien, non pas parce que c'était le ministre pharmacien à l'époque, mais dès HPST, on l'avait mis un petit peu au cœur de cette transformation. Je vais aller plus loin sur ma question de tout à l'heure, c'est-à-dire que ça fait 1 an et demi maintenant que la télésanté a explosé à l'occasion de la crise sanitaire. Comment est-ce qu'on fait pour que les médecins, les soignants repensent leurs pratiques, repensent les parcours? Est-ce que ce sont les sociétés savantes qui doivent le faire? Est-ce que c'est dans la formation initiale qu'on doit y travailler? Est-ce qu'on doit mettre en place des formations continues là-dessus? Puisque si on veut ancrer la télémédecine dans la durée, il faut aussi pas simplement la cantonner au rural, mais aussi que tous les médecins puissent gérer les parcours ou leurs patients avec du distanciel, du présentiel, selon les moments. Comment est-ce qu'on fait pour réellement réfléchir et avancer là-dessus? Je pense qu'il y a 2 éléments dans ta question, 2 éléments de réponse. Le premier, c'est l'acculturation. On voit bien qu'aujourd'hui, en fonction des interlocuteurs qu'on a, on a des variations de niveau absolument extraordinaires. Donc je pense qu'il faudrait, de façon institutionnelle, installer l'acculturation pour tout le monde. Pour les directeurs d'hôpitaux, pour les gens qui travaillent avec eux, et pour les médecins, et pour les médecins qui ont des responsabilités. Tu parlais du président de CME, tu parlais des chefs de pôle, des chefs de service. Il faut qu'ils aient un accès à qu'est-ce que c'est que le numérique et qu'est-ce que ça pourrait être le numérique dans la santé en général, dans leur pratique, leur métier en particulier et les organisations. La deuxième chose, c'est former. Et la formation, aujourd'hui, elle est incontournable. C'est-à-dire que je pense, enfin moi c'est mon point de vue personnel, c'est qu'on ne peut pas faire un petit DU par-ci et un autre petit DU par-là, etc. Il faut rentrer dans les études de médecine les 2 pieds en avant et décider que le numérique, c'est la médecine. Je pense que le numérique est devenu consubstantiel de faire de la santé et de la médecine et que on n'ira pas en arrière. Il faudra bien continuer comme ça. Un point important sur les consultations, par exemple. À Valenciennes, pourquoi on est revenu à 5% après avoir fait 85%? Parce que tout le monde m'expliquait, oui, tu comprends, le patient, il faut sentir son odeur, il faut voir le blanc de l'œil, il faut lui toucher la peau pour voir si c'est chaud, etc. Mais ça, c'est normal. Enfin, moi, je suis médecin, je me suis occupé de cancer du sein pendant 23 ans. Donc, je sais ce que c'est que de vouloir être proche de son patient ou de sa patiente. Néanmoins, ce que je constate dans les faits, c'est que si je programme 25 consultations en cardio, et que sur ces 25 consultations, j'en ai la moitié qui est la vérification du pacemaker, ou de tel ou tel aspect très technique. Ok, si je fais de la téléconsultation avec cela, et que je garde 12 patients pour faire des consultations dont ils ont besoin, imaginez le temps que je vais avoir à leur consacrer pour faire la médecine que je voulais faire. Okay, donc, et c'est dans ce panorama qualitatif qu'il faut accepter d'aller dans les pratiques, parce que là se trouve une partie de la solution mentale des médecins. C'est pour ça qu'il faut former et obliger à la formation.
Marie-Laure, Vivien, comment on fait passer la télésanté d'une médecine de guerre à une médecine du quotidien dans la pratique des soignants et... Alors, c'est mon obsession, Lionel, tu le sais, depuis 6 mois, 1 an. Comment on fait? Pardon, parce que c'est pas simple en fait. C'est pas simple parce qu'il faut justement décloisonner, mais au niveau de la connaissance de la compétence de l'information, comme vient de le dire Bernard, c'est-à-dire que il faut hybrider davantage pour que ça avance. Il faut hybrider les besoins des soignants, leurs compétences, hybrider la connaissance, la maturation sur les usages de la technologie. Il faut hybrider aussi les décideurs, les financeurs. Pardon, je vais commencer à être un petit peu moins politiquement correct, peut-être. Mais créer un collectif, ça tombe bien, c'est l'intitulé de la table ronde. Pourquoi? Parce que il faut pas qu'on le subisse en fait, parce que là les outils, sauf quelques rares exceptions dont Bernard se faisait l'écho et c'est formidable, bien sûr il y a toujours des précurseurs, mais là les usages ça a été du subi, tout comme on a subi, on se le disait encore dans l'équipe Mes Docteurs hier, on a subi les visios pour les réunions, quoi. C'était pas marrant, quoi, et donc le premier réflexe c'est de se dire dès qu'on peut on se voit, bon, mais dès qu'on peut on se voit, on avait peut-être aussi des écueils dans le monde d'avant. Donc c'est comment on arrive ensemble vraiment à trouver les bons usages et au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes et à s'obliger à voir en 360. Parce que le cloisonnement, c'est vraiment déjà c'est la plaie du système de santé en France. Pardon, j'enfonce des portes ouvertes. Je pense que je suis pas la seule à le penser, ou sinon il faut me mettre à l'asile. Mais du coup, nous dans le numérique, on subit ces cloisonnements déjà du système de santé, alors que le numérique par essence, ça décloisonne. Hein, c'est vraiment ça l'objet. Donc comment on passe d'une médecine de crise avec des outils un peu subis à des choses vraiment il y a de la co-construction, ça c'est la première chose. La deuxième chose, nous industriels, il faut qu'on fasse des choses faciles, parce que moi ce qui m'a bluffé et un peu énervé, il faut bien le dire en tant qu'opérateur de télémédecine, c'est que sur les millions de consultations là qu'on a eues dans la période chaude, mais il y avait 40% en WhatsApp, 30% par téléphone. Alors on dit c'est de la téléconsultation, certes, mais alors pas du tout sécurisé. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, parce que c'est normal, les pros de santé, les médecins confondent, et c'est tout à fait naturel, le numérique avec les vieux systèmes d'information qu'ils ont et qui sont infernaux. Enfin, pardon, il y a peut-être des éditeurs dans la salle, il y a des gens très bien, mais globalement, c'est quand même la plaie, quoi, l'utilisation. Que le numérique, c'est différent. Nous, les services numériques qu'on fait, aussi bien Vivien que moi, c'est aussi simple que WhatsApp. Hein. Et ça, WhatsApp, on sait l'utiliser. Sauf que c'est sécurisé et que c'est hébergé hébergement agréé données de santé. Donc en fait, ça, c'est une obligation pour nous. Chacun doit avoir son obligation dans ce 360. Nous, notre obligation opérateur industriel, c'est d'offrir des usages qui sont hyper faciles, que les pros de santé n'aient pas à se poser des questions, à se gratter la tête sur le RGPD, les consentements, les machins, les trucs, qu'on leur garantisse que le cadre de sécurité, il est là et qu'ils se concentrent du coup dans la co-construction à leur métier, parce que c'est pas à nous de le définir, clairement pas. Et après qu'on soit en capacité, et je vais laisser la parole à Vivien parce que je suis toujours hyper bavarde et c'est l'enfer pour tout le monde du coup, et après qu'on ait la capacité, non pas arriver avec une vision du monde, nous, mais bien à être à l'écoute et être en capacité d'interopérer et de composer en fonction du besoin. Il y a une table ronde hier matin qui était très intéressante, où les soignants témoignaient en disant ouais, mais il faut que ce soit basé sur nos besoins. Mais c'est juste une évidence. C'est pour ça qu'il ne faut pas passer par le DSI. Par exemple, j'ai rien contre les DSI, moi j'ai moi-même été, mais c'est pas au DSI d'imposer les usages, et c'est pas aux opérateurs non plus de le faire. Et donc nous, ça nous impose une exigence d'excellence technologique, pour que la technologie, ce soit aussi facile que quand je fais un WhatsApp avec mon petit-fils ou ma petite-fille ou ma grand-mère, enfin voilà, et donc que ce soit aussi simple, sauf que c'est sécurisé. Et sauf que nous, on a travaillé en amont les liens, l'interop, pour que ce soit du fluide, du bout en bout, et que les professionnels de santé, en fonction de leurs besoins sur le territoire, sur leur patientèle, de choisir juste les fonctionnalités dont ils ont besoin, et que ce ne soit pas un problème, en fait. Et ça nous oblige. Et donc là, je m'engage aussi, parce que c'est facile de dire toujours c'est la faute des autres, le système de santé, machin. Nous, ça nous oblige à ça, industriel. Je sais pas. Vivien. Oui, alors voilà, comment on pérennise tout ça, effectivement. Donc je partage les constats et je ne vais pas redire ce qu'a très bien dit Marie-Laure.
et également Bernard qui a bien dépeint aussi ces difficultés. Nous, le premier obstacle, il est de disponibilité des gens. Hein. Quand la crise leur est tombée dessus dans les établissements ou pour les libéraux, ça a été un bouleversement organisationnel, ça a été une surcharge énorme. Tous les vendredis soirs dans les hôpitaux, il y a une directive qui arrivait directement du ministère de la Santé et il fallait tout réorganiser. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans des établissements, ils voient très bien de quoi je parle. Et donc difficile là-dedans de trouver de la disponibilité pour coordonner, pour mettre en place, pour faire des choses. Donc ça, c'était la première difficulté. Dans la coordination, l'autre difficulté majeure et fondamentale, au-delà de l'organisationnel, du technique ou du financier même, c'est l'humain. Je ne peux pas vous forcer à aller parler à votre voisin si vous ne pouvez pas l'encadrer. Donc à un moment donné, il y a une volonté qui doit être humaine de se coordonner. Et donc, moi, je pense que la recette, elle est simple. Il faut prendre les élans de coordination et d'échange qu'il y a déjà, parce qu'il y en a en fait énormément. Et cela, il faut les rendre simples, possibles, et les valoriser. Et après, par appel d'air, ils appellent les autres progressivement, un effet boule de neige. Et aussi simplement que ça, on ne peut pas aller sous contrainte, forcer les gens à collaborer. Je pense qu'il faut faciliter ceux qui cherchent à le faire au maximum, se concentrer sur eux, et le reste va suivre naturellement. Et c'est clair que quand on voit le titre de la conférence, quand on dit décloisonner, quand on dit coordonner, collectif, je suis sûr que tous ceux qui ont lu le titre de cette intervention ont pensé que c'était une injonction qu'on fait aux soignants. Alors que c'est une injonction qu'on peut faire à tout le système de santé, à tous les acteurs, nous y compris éditeurs. Et donc évidemment, si nous, on commence à se décloisonner entre nous, à se coordonner entre nous et à rendre ça facile entre nous, éditeurs, on va le rendre aussi possible pour les soignants qui le souhaitent. Parce que simplement, aujourd'hui, des dizaines d'outils ont fleuri, des dizaines d'outils numériques. On a une multiplication de ces outils dans les hôpitaux, chez les libéraux aussi. Et c'est un vrai casse-tête, c'est un vrai enfer. Et donc, effectivement, je pense qu'il faut aussi décloisonner ces outils numériques entre eux pour faciliter tout ça. Garde le micro. Les modèles économiques et le cadre réglementaire, on a l'impression d'un côté qu'on nous simplifie en permanence la pratique, mais tout en y mettant beaucoup de conditions et en libérant certains aspects technologiques. Tu l'as évoqué, hein, avec certaines plateformes. Alors, il y avait la gestion de crise et puis il y a ce qui sera le monde d'après. Est-ce que les modèles de financement, est-ce qu'il y a suffisamment de choses dans le droit commun? Est-ce que les montants sont suffisants? Est-ce que c'est suffisamment clair? Et est-ce que le cadre réglementaire vous permet à la fois aux soignants d'utiliser et vous de travailler? Je ne peux pas répondre oui tout de suite à tout ça, évidemment. Hein. On a énormément d'attentes sur beaucoup de choses. Je vais essayer de prendre les choses par le bout positif. Il y a un cadre réglementaire pour ces actes de téléexpertise qu'il n'y avait pas avant 2019. En juin, avec la télésanté, il y a aussi eu une ouverture à tous les professionnels de santé pour faire de la téléexpertise, alors que ça n'a été facturable qu'entre médecins. Donc ça avance, clairement ça avance. On a des actes qui, j'espère, vont être mieux valorisés parce que ça prend quand même du temps aux soignants. On espère aussi des simplifications réglementaires et administratives parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué de facturer ce type d'acte qui implique 3 acteurs, le patient, un requérant, un requis, dans des flux qui sont complexes. Alors d'une part, je vais être très transparent. D'une part, oui, on trouve ça trop compliqué. D'autre part, c'est aussi quelque part notre cœur de métier et qui fait là notre existence. Si c'était facile pour les hôpitaux de facturer ce type d'échange, peut-être que Postello, on ne serait pas là. Donc, malgré tout, on a su apporter aussi des réponses à ça. Mais oui, ça peut être plus fluide et ça peut être facilité. Il y a le cadre réglementaire qui avance avec l'Interop. Nous, on est très demandeurs de ça. Ça va nous faciliter l'interopérabilité avec tous les acteurs historiques dans les hôpitaux, dans les cabinets. Et je pense que c'est une étape incontournable. Ça a été beaucoup évoqué, je pense, dans cet événement de Pidja hier matin. Donc voilà, et ça pour moi, c'est les bonnes directions. Donc voilà, je pense qu'il faut maintenir ce cap-là, effectivement. Merci. Marie-Laure, même question.
Forcément, les opérateurs de télémédecine, c'est des râleurs. Hein, donc, je vais reprendre aussi ma casquette de vice-présidente des entreprises de télémédecine et pas juste parler de mon vécu, mes docteurs. Oui, ça va dans le bon sens. Alors, la difficulté, c'est les vitesses, parce que la problématique de la santé, c'est que ça mobilise du 360 dans les hôpitaux, dans les équipes libérales et autres, mais ça mobilise aussi du 360 au niveau de la gouvernance. Et ça, c'est un casse-tête parce que Vivien vient d'en parler et faire référence. Et on a eu hier soir Laura Letourneau qui nous a dit il y a beaucoup d'argent, c'est formidable. Oui, il y a de l'argent, ça, c'est pas le souci. On a fait beaucoup d'efforts sur l'interop. Alors, nous, pour le coup, on a fait beaucoup d'efforts. Et en tant que start-up, je peux dire que ça nous coûte beaucoup, beaucoup d'argent, hein, cet interop, même si on en est tous très contents. Mais c'est financé par les industriels. Hein, il faut juste le rappeler. C'est pas l'État qui finance l'interop, c'est nous, sur nos fonds propres. Donc, c'est un vrai sujet, mais pour autant ça va dans le bon sens, donc on va pas se plaindre, on est tous d'accord, on est tous derrière les équipes de Dominique Pont, on y va et on sait bien que c'est au plus grand bénéfice des utilisateurs de nos solutions, donc on y va. Il y a la dimension réglementaire, il y a effectivement des choses qui avancent, ce que vient de dire Vivien sur la télexpertise est vrai. La télexpertise fait partie, je dirais, des actes qui sont les plus consensuels, à défaut d'être faciles à mettre en place, mais je veux dire d'un point de vue de l'intérêt, c'est juste une évidence. Dès qu'on commence à aller sur la téléconsultation, sur le télésoin, on a la HAS qui a donné une ouverture totale au télésoin. Donc le télésoin, hein, c'est pour les autres que les médecins, hein, pardon de le dire comme ça, sauf qu'on n'a pas les codes actes en fait pour le faire derrière. Donc c'est juste pour montrer la vitesse, parce que derrière ces couches-là de techno, ces couches de réglementaire, derrière, et il n'y a pas de malice de ma part, et il n'y a pas de volonté de renverser la table, mais derrière, on est dans un système de négociation conventionnelle. Donc, les négociations conventionnelles ont plein de vertus, effectivement, intellectuellement, et en plus, c'est notre système en France, mais forcément que ce n'est pas la même vitesse que la vitesse du réglementaire. Hein, enfin, c'est juste une évidence, on le pratique tous. Merci Guillaume de me confirmer par un clignement d'œil. Donc, du coup, on a des problèmes c'est haché, c'est heurté. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? On met les moyens très forts sur l'interop. On met les moyens très forts pour aller dans le bout en bout de la prise en charge du patient. On a annoncé avec Vivien notre partenariat, dont on est très heureux entre Postello et mes docteurs, pour aller justement dans le bout en bout et dans la simplification pour les pros de santé, de pas que dire, alors pour la télécon j'ai ça, pour la prise de rendez-vous j'ai ça, et puis comme je parle à un confrère j'ai un autre truc. Enfin, on est vraiment là-dedans. Mais en vrai, on n'a pas encore toutes les manettes pour tarifer. Donc c'est quoi nos modèles économiques? Nous derrière, on a un vrai sujet autour de ça, et on peut se dire que ça avance, c'est super ma santé 2022 et tout ça, mais je peux vous dire que ça c'est une vraie préoccupation, et d'où les besoins d'investissement massif dans les entreprises en e-santé et en télésanté. C'est pas juste qu'on aime les paillettes, et on fait pas, je vous assure qu'on fait pas des trucs à Monaco tous les soirs pour s'éclater, hein. Franchement c'est énorme, parce qu'on n'a pas encore les modèles économiques derrière, les codes actes, hein. Donc derrière il faut trouver des systèmes de financement. Et donc sur cette dimension-là, ça va pas assez vite, parce qu'on passe plus de temps à chercher comment cette collaboration qui fait du sens sur un territoire, qui fait du sens sur une pathologie, comment on va chercher le modèle éco derrière. C'est franchement, moi, en tant que CEO de mes docteurs, je pense que c'est 60% ou 70% de mon temps, c'est de me dire, ces projets, ils sont super, on a le collectif, tout le monde trouve qu'il y a l'intérêt et autres, sauf que qui paye, comment? Et donc là, c'est vraiment un énorme frein pour nous. Qui paye comment? Oui, on arrive au bout. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main, mais je vais quand même te repasser la parole, Bernard. Est-ce que finalement, il faut contraindre tes confrères? Est-ce que la télésanté, qui va la pousser? Est-ce que c'est les patients qui vont la demander en disant, moi, dans mon parcours, je veux qu'il y ait une partie de distanciel parce que ça m'arrange pour un certain nombre de problématiques que je peux avoir? Ou est-ce qu'il faut que ce soit les médecins qui prennent à bras le corps et qui repensent leur pratique avec un parcours en distanciel? Ou est-ce qu'il faut les contraindre à l'usage comme on a pu le faire sur d'autres sujets ou comme on va le faire sur d'autres sujets liés au Ségur ou à la feuille de route? Qu'est-ce qui marche? Alors, je pense que pour les patients, la question est réglée. Toutes les enquêtes qui sont faites, et les plus récentes le démontrent encore, les patients sont prêts, hein, d'une manière globale, enfin en tout cas majoritaire. Ce n'est pas le cas, effectivement, des professionnels, et pas simplement dans les établissements, mais d'une manière générale. Est-ce qu'il faut contraindre? De toute façon, il faut conditionner. Puisqu'on est dans un système conventionnel, il faut que la convention prenne les conditions. Je pense que tout le monde doit maintenant, je disais, médecine, santé
et numérique, c'est consubstantiel, ben moi, je crois qu'il faut prendre ça comme un postulat parce que ça s'impose à nous. Voilà, on peut très bien faire comme si on ne voyait pas, on perdra du temps. Tu rappelais tout à l'heure une réalité qui est un peu douloureuse. 2010, on inscrit dans la loi la télésanté par la téléconsultation et la téléexpertise. 2018, on met de l'argent pour payer. OK, et quel argent? Voilà, donc j'espère qu'on ne fera pas tous les 8 ans un cycle pour enfin valoriser quelque chose. Je pense qu'on ne peut plus. En tout cas, c'est ma conviction. Donc moi, je travaille sur des convictions. Je porte des convictions et je confirme quand je viens avec le besoin d'usage à l'intérieur d'une communauté de soignants qui part de l'hôpital, qui va à la ville et qui va au domicile du patient. Et que je viens voir les industriels, je leur dis, faites-le, faisons-le, et il faut que j'interroge la gouvernance régionale. Pourquoi? Parce qu'il y a des programmes régionaux qui sont en place. On a mis en même temps le HDH, le programme régional, et puis on a dit les territoires suivront. Or, la logique du numérique, c'est l'inverse. C'est un peu... pourquoi on a eu les gilets jaunes? Parce que des gens se sentaient non inclus. Pourquoi? Comment on fera du numérique dans les régions et en nation, avec le HDH peut-être ou autre chose? C'est parce qu'on aura inclus les territoires. Et si on ne rend pas les territoires intelligents, et chaque individu intelligent, patient et professionnel, on ne fera pas de numérique en région et on ne fera pas de numérique en nation. C'est un peu ce qu'on est en train de vivre. J'espère juste que le rythme va changer. Alors, on ne va pas avoir le temps de questions, il reste 2 minutes. Mais je vais vous donner 30 secondes, mais nos intervenants sont là. Vous pouvez discuter après pour échanger avec eux. Mais juste en 30 secondes, collectif, décloisonné, coordonné, la télésanté, en 30 secondes, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire mes convictions depuis 20 ans, le travail que je fais depuis 20 ans, toutes les régions dans lesquelles j'ai pu travailler, et une communauté qui s'élargit de plus en plus et qui, passant des pionniers aux caravanes organisées, commence à coloniser ce fameux Far West qu'on attend. Alors, il n'est pas toujours à l'ouest, mais en tout cas, il se développe. Et ça, pour moi, c'est un constat tout à fait positif. Donc, je reste très, très optimiste. Même question. Pareil, même question. Alors, au début, quand on parlait de ce décloisonné, collectif, décloisonné et autres, je rebondis sur ce que disait Vivien, c'est qu'on ne s'adresse pas aux pros de santé. C'est une adresse collective. Et malgré tout, c'est beaucoup moins incantatoire qu'il y a 18 mois. Pour reprendre l'optimisme de Bernard, il y a 18 mois, je peux vous dire que c'était un peu du vœu pieux ou très incantatoire. Moi, je trouve que d'ailleurs, ici à Castres, on le voit, quand on voit le département, la région, l'ARS qui disent nous, on a des projets ensemble, mais on s'en fout si c'est nos compétences, on y va. Moi, je trouve ça formidable. En revanche, la petite chose qu'on ne voit pas, et en France, on a un petit peu du mal, c'est les collaborations publiques-privées. Et donc, moi, j'en appelle de mes voeux à ce qu'on ouvre un tout petit peu plus, parce qu'en plus, on a réussi à le faire pendant la crise Covid. Et donc, c'est tellement dommage de reprendre les vieux mindsets, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin et on voit que quand il y a l'envie, ce que tu disais tout à l'heure, Vivien, on arrive à se dépatouiller des cadres, même si ça prend du temps de se dépatouiller des cadres, mais on voit bien que là, il y a on disait les hommes et les femmes de bonne volonté, il fut un temps un écrivain. Je pense qu'on a des hommes et des femmes de bonne volonté qui commencent à prendre l'ascendant. Et comme par ailleurs, la demande de patients, elle est là, alors ça, c'est juste une évidence. Bon, là, on est en mode bascule quand même, donc grand optimisme, évidemment, mais n'oublions aucune des composantes et on n'en parle pas beaucoup. Et moi-même, je me fais il y a les patients aussi, intégrons-les aussi là-dedans. Si. Voilà, moi je vais simplement appuyer tout ce qu'on a déjà dit dans le décloisonné, donc les soignants de qui on attend un exercice coordonné, bien sûr, les professionnels de santé qui doivent décloisonner entre eux, et puis c'est valable pour tout le monde, c'est valable pour l'État. Donc à l'État aussi de ne pas nous présenter 50 guichets différents qui ne se parlent pas entre eux. Voilà, donc décloisonner, c'est l'affaire de tous. Merci beaucoup. Alors, on me fait des grands gestes, mais s'il y a une question quand même, allez, courte. Est-ce qu'il y a une question courte, une réaction?
Non, mais sinon, on ira échanger au soleil autour d'un café tranquillement. Merci beaucoup à tous les trois. Effectivement, ça sera intéressant éventuellement de refaire ça la semaine prochaine, l'année prochaine, pardon. Pour voir la semaine prochaine aussi, pourquoi pas. Mais je pense que les organisateurs, ça ne sera pas forcément. Merci à tous.